Ta gueule! Non mais alors qu'est-ce qu'il fout là? La mission a commencé, il est même pas visible. Oh Bob! T'es où? Vas-y, ramène ton cul là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mon cul, tu m'as demandé de le ramener, alors moi je te le ramène. Ah mais il est con ce gosse! Mais il est con lui! Ouais, bah, je le ramène alors. Ouais c'est ça, ramène-le. Bon bah envoyer le générique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'on spam? Salut YouTube, nous revoilà chers amis passionnés pour la lecture du Special Strange numéro 25 datant d'août 1981, dont la couverture stylée a de quoi attirer le chaland. N'est-elle pas excitante la bougresse avec ses X-Men coincés dans un flipper géant du méchant Arcade? Et je vis comme une boule de flipper. Bon, rien qu'en regardant la couverture, je commence déjà à avoir une érection. Et c'est pas bon signe. Alors je vais me calmer. Sans plus tarder, soyons comme Claude François qui adorait se mettre dans le bain d'électrique discussion. Putain, ça va être long cette vidéo si tu fais des blagues aussi pourries. Mais avant de parler des X-Men, regardons le reste du contenu de cette revue. L'épisode de l'araignée est tiré du Marvel Team Up numéro 67 de mars 1978. Il est écrit par Chris Claremont, dessiné par John Byrne et ancré par David Hunt. Notons tout de suite que sur la couverture originale, Tigra est représenté avec des cheveux noirs au lieu de son orange habituel, dire si Joe Signott semble avoir été distrait. Bon, très amène, je vous le confesse, l'histoire ne m'a pas emballé, au même titre qu'une photo de Kirikou ou de Patrick de Carglass. Traqué par son vieil ennemi, Kraven, je sais déjà plus comment on l'appelle en français. Je te donne un indice. Grosse tête de con en 8 lettres. En 8 lettres? Oui. Ah bah alors ça peut pas être Frank Miller déjà parce que ça fait 6 lettres. Mini Cyclope des X-Men ça fait 7 lettres. Grosse tête de con en 8 lettres. Ah, chasseur! Oui, c'est ça, c'est le chasseur Kraven. Et donc Spider-Man est vaincu par Kraven, et lorsqu'il se réveille un petit peu plus tard, il est dans la cachette du dit Kraven, les bras liés par des chaînes. Il découvre également la féline Tigra, idole de mes nuits turgescentes, visiblement contrôlée par le chasseur. Ce dernier déchaîne Tigra sur l'araignée qui arrive finalement à lui retirer un collier de contrôle qu'elle a autour du cou. Libéré de l'emprise de Kraven, Tigra ne peut l'empêcher de s'enfuir. Il s'ensuit alors une interminable explication qui amène nos deux héros à affronter une nouvelle fois le chasseur dans un combat final que je trouve personnellement assez nul. J'en suis ressorti avec l'œil hagard d'Austerlitz. Pour moi, ça a fini avec un Doliprane et une douche. Voilà une énième baston de speedé avec Kraven qui me laisse de marbre, vu que je n'ai jamais accroché ce super vilain, et ça n'engage que moi. Les dessins ont beau être du grand John Byrne, je me suis drôlement ennuyé en relisant cette histoire. Un John Byrne qui a lui-même ancré la page 10 pour une raison qui m'échappe, alors que tout le reste du travail est fait par David Hunt. Alors passons si vous le voulez bien à l'histoire de la chose associée au Docteur Strange. Ouais, bof quand même, hein. Le récit est tiré du Marvel 2-in-1 numéro 49 de mars 1979 et a été écrit par Mary-Jo Duffy, accompagné au dessin par Alan Kuperberg et Jen Day. Si la couverture originale est jolie, le contenu de cette histoire ne m'a guère emballé, aussi vrai que si vous me proposiez une pipe, je risquerais de me tailler. Ben Grimm est en vacances dans un manoir effrayant, où il constate également que le Docteur Strange y a pris ses quartiers. Strange est là car des forces mystiques s'y sont rassemblées et nécessitent son enquête. Rapidement et sans tarder, les deux héros finissent par combattre Eni Stremlin, un ancien sorcier revenu depuis que le navire sur lequel il avait autrefois disparu a été découvert par des fouilles archéologiques et que, pas de chance, un alignement céleste approprié permet de le faire revenir dans notre monde. Franchement, c'est pas ce qui a été fait de mieux au niveau des histoires de Benji le Magnifique. Mais je cesse de donner mon avis à bout de champ, ce n'est pas très constructif, aussi vrai qu'envoyer un pédophile se confesser devant un prêtre. Et sans plus tarder, retrouvons ceux pour qui tous les vrais bails vibrent, j'ai nommé les nouveaux X-Men. Ah! Ce Special Strange numéro 25 nous propose d'abord le récit tiré du Uncanny X-Men 122 datant de juin 1979. L'histoire est écrite par Chris Claremont et John Byrne, et le travail dessinatoire, oui, ce mot n'existe pas, et le fait de John Byrne et Terry Austin. Les X-Men sont de nouveau de retour à la X-Mansion après leur long séjour aux quatre coins du monde. L'histoire débute avec un Colossus au milieu d'un test dans la salle des dangers, et il s'en sort assez mal. Il peut pas test. Cyclope semble préoccupé par le fait que le mutant russe manque de confiance en lui. Tiens, Cyclope se préoccupe d'un autre membre maintenant? C'est nouveau. Il s'est acheté une humanité chez Babou ou quoi? Ce numéro révèle pour la première fois le vrai nom complet de Colossus. D'après ce qu'il se dit en ville et sur les forums américains, son
nom aurait été mal orthographié dans la version originale par rapport à l'orthographe actuelle. Dans le numéro américain, il s'appellerait Nikolievich, alors qu'aujourd'hui il est appelé Nikolaevich, chose qu'avait corrigé Lug, un bon point pour l'éditeur lyonnais. Bref, Colossus a un blocage psychologique, et c'est ce satané carcajou de Serval qui trouvera la solution pour aider son ami à réussir son test. Une solution simple, sans véritable technique pointue de psychologie, efficace et plus probante qu'une séance de psy. Bref, une idée de génie de Serval qui pousserait Freud à se taire. En quittant la pièce, Cyclope rencontre Colleen Wing, qui, indéniablement, a la rosée qui perle, puisqu'elle lui demande de sortir avec lui. La coquine est vraiment en quête d'une âme charitable pour lui ratisser le bunker. Le récit s'étire avec des scènes inutiles, avec Sean et Kurt, qui retapent le Blackbird, et Scott, qui se demande où le professeur Xavier aurait pu aller avec son alopécie, alors que les X-Men manquaient à l'appel. C'est long, mais long. T'as envie de dire à Claremont et Byrne d'abréger et de se bouger la péritelle, tellement le récit s'appesantit. Comme quoi, les deux scénaristes ont beau être des gens de lettres, ils ne sont pas toujours recommandés. À ce moment, dans l'espace lointain, Charles Xavier est aux côtés de l'impératrice galactique Lilandra. Les célébrations de l'ascension de Lilandra au trône sont accueillies en grande pompe. Après, quand on regarde les dessins de Byrne, c'est pas non plus la marche de l'empereur. Lilandra ne s'est pas lancé dans un one-man show. Xavier avoue qu'il déteste ce genre de cérémonie, préférant nettement faire zizi avec l'impératrice. T'as compris? Zizi l'impératrice? Je suis dans l'hilarité totale. Parce que t'as pas compris, il veut la pécho, du latin péchus, celui qui nique. Ah. Et pendant ce temps en Écosse, Jean, la cocu, on peut l'appeler comme ça, hein, vu que Scott fricote avec Colleen, a fait du shopping, et alors qu'elle s'apprête à rejoindre Moira, Alex, Lorna et Jamie Madrox, pour ceux qui sentent la partouze à plein nez, elle tombe littéralement sur un homme séduisant qui l'aide à récupérer les colis qu'elle a échappé. Le mec se nomme Jason Wingard. Pour les fans de longue date, il s'agit en fait de l'un des ennemis classiques des X-Men, le célèbre Mastermind, appelé le Cerveau en France. Autre anecdote intéressante, c'est dans cet épisode que Jason fait également référence au Club des damnés pour la première fois. Oui, et ça c'est vraiment intéressant, hein. Vous remarquerez aussi sur cette scène que pendant que Jean la cocu rencontre Moira et les autres sur le quai, il ne prête aucune attention à des marins qui recherchent le loueur de bateau Angus McWhirter, disparu depuis Noël. Vous vous souvenez quand il s'était fait chopé par le mutant X dans le Special Strange 22 et que l'autre lui avait défraculé le cul. Oui, cherchez pas, c'est une conjugaison qui m'est propre, comme monsieur. Alors que le bateau de Moira transporte son petit groupe vers l'île de Myr, Jean remarque que Wingard l'observe depuis le rivage. Ce dernier se dit qu'il fera tomber Jean amoureuse de lui. Debout sous un réverbère, son ombre semble être très différente de son corps puisque c'est celle du cerveau sous sa véritable apparence et non plus celle d'un dandy dont il a créé l'apparence. Ah bah oui, hein, il faut le remarquer sur l'image. Mais j'ai le compas dans l'œil et je peux vous dire que ça fait mal. À New York, Cyclope et Colleen font leur rendez-vous. Et putain que c'est long. Mais que c'est long. On sait bien qu'ils veulent faire zizi dans le pilou-pilou. Alors est-il utile d'y consacrer 4 cases? Franchement, on a le temps d'aller se faire un tilleulement les enfants. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Oui, mais on s'en branle, man. Entre Cyclope qui affiche une gueule de mec qui adore les trucs sombres et tristes comme tous les connards, et la coquinette qui rame au point qu'elle est en train de se demander s'il ne faut pas qu'elle lui montre son string acheté chez Mango et dont elle a encore le ticket de caisse quelque part pour le faire sourire, eh ben on se fait chier. Ailleurs, Wolverine dépose Tornade dans le quartier de Harlem où elle est née. Car oui, cet épisode révèle pour la première fois qu'Ororo est en fait née aux États-Unis et qu'elle est donc légalement une citoyenne américaine plutôt qu'une véritable africaine, bien qu'elle ait été très jeune lorsque sa famille a émigré là-bas et qu'elle a grandi avec la culture égyptienne. Je passe sur la scène inutile où Logan voit Mariko Yashida entrer dans une ambassade du Japon, scène qui ne sert à rien si ce n'est à allonger le récit artificiellement, comme Rian Johnson a volontairement allongé les scènes inutiles des derniers Jedi parce qu'il avait rien à dire dans son foireux film d'auteur. Va te faire foutre, Johnson. Et faut te calmer, zombie, là, tu peux pas tester, hein. Pour une raison insensée, Ororo, qui on le rappelle est Sagittaire ascendant 6 sauteuse, Quoi? décide de se promener dans son ancien quartier et elle est consternée de voir qu'il est devenu un bidonville. Plusieurs habitants qu'elle croise remarquent à quel point elle semble très différente de la plupart des habitants du quartier, y compris ses cheveux blancs et ses vêtements de bourge. En entrant dans un vieil immeuble où vivaient ses parents, elle est surprise de constater qu'il s'agit maintenant d'un immeuble abandonné et d'une galerie de shoot pour droguer. Ce n'est pas du tout un bon appart
code, et il n'a certainement rien d'impérial pour utiliser le langage de Stéphane Plaza, un endroit où je ne voudrais pas pisser, même avec ta bite, cher viewer. Lorsque des accros l'assaillent, elle utilise ses pouvoirs météorologiques pour se défendre. L'un d'eux, visiblement très atteint, malgré ses lauriers, se faufile derrière elle et est prêt à la poignarder. Mais il est maîtrisé par Luke Cage, qui est accompagné de Misty Knight. Putain, mais qu'est-ce qu'il foutait par hasard dans ce même immeuble? On a une explication quand même quand les deux intervenants disent qu'ils ont entendu parler dans la rue d'une femme qui correspondait à sa description, et ils ont ensuite vu des éclairs émis par les fenêtres de l'appartement, et alors ils sont venus enquêter. Bla bla bla. S'enchaîne une critique sociale sur le ghetto et les junkies, avec un Cage blasé qui dit que ces jeunes ont fait leur choix et qu'il ne fera rien pour les aider. Déçu, Tornade tire sa révérence. Ben oui ma cocotte, ça fait du bien d'ouvrir un peu les yeux. La prochaine fois tu garderas tes 200 balles qui te servent à aller acheter tes fringues, et t'iras prendre des cours de sociologie, tu seras moins choqué. Oui, mais attends une seconde Raymond, vous avez vu que les auteurs se sont lâchés sur cette scène? Est-ce le fait de Terry Austin? Mais il y a quand même de la dédicace sur les tags des murs de ce squat. Quand Ororo grimpe l'escalier, on voit le tag de Cloud Jensen, et peut-être de Frank Miller, hein, si on en croit ce que l'on voit sur l'ombre. Et une fois dans l'appartement, c'est un festival. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de monde. Bob Viatsek, Roger Mackenzie, Len Vine et sa femme, Mike Zeck, Frank Miller, Al Milgrom, Bill Mantlo. Et c'est pareil sur cette image avec Archie Goodwin, Terry Austin, Bob Viatsek, Jim Shooter, Len Vine, Mike Zeck. Là, il y a un Johnny B, donc est-ce que c'est John Byrne, probablement. Là, il y a Vince Coletta, qui visiblement est très apprécié par beaucoup d'entre vous. Lol. Là, c'est probablement Frank Miller. Et sur cette vignette-là, on a Dave Cockrum et sa femme, Patsy Greer. Juste en dessous, Bob Layton. Bref, ils se sont vraiment fait plaisir. Ailleurs, Colin prend le train, tandis que l'insupportable Scott la voit partir sur le quai. La coquine lui offre un cadeau d'adieu, la clé de son appartement et une invitation à venir à tout moment. Pendant ce temps, à bord d'un avion privé, le Fléau et Tom Cassidy cherchent à embaucher un assassin pour s'occuper des X-Men à leur place. Ils rencontrent donc Arcade, un tueur à gages fou. Après autant de longueur, il faut attendre l'épilogue pour avoir le kiki qui commence à se durcir. Et encore, même cette scène est ratée par une erreur monumentale de la part de Claremont et de Byrne. Putain les gars, c'est pas la peine d'être à deux sur le scénario pour vous voterai ainsi. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, à cause de ce que dit Black Tom à son ami le Fléau. Il dit que le Juggernaut, en anglais s'il vous plaît, a tenté de tuer les X-Men à 6 reprises. Et ce n'est pas vrai, car si on y regarde de près, le Fléau s'est battu contre les X-Men originaux dans les numéros 12 et 13, une histoire en 2 parties, le numéro 32 et 33, une autre histoire en 2 parties, le numéro 46, tandis que lui et Black Tom ont affronté la nouvelle équipe dans les numéros 101 et 103. Soit un total de 4 fois. Bon, ce qui est pas mal quand même. On a l'impression que le Fléau, et comme Ayrton Senna, il n'a pas su mettre un frein à sa carrière. Bon sang, mais ça n'arrête pas, mais quel sens du rythme dans les vannes, zombie? Eh ben j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de mon humour pluriel, qui n'en reste pas moins assez singulier. J'ai rien compris. Et puis zut, à la fin, quelle est la raison exacte pour laquelle le Juggernaut et Black Tom Cassidy veulent la mort des X-Men? Peut-être que le Fléau est tellement con qu'il veut les buter, mais pour Tom, c'est quoi son problème? Lors de la dernière rencontre, ces deux méchants n'avaient pas spécialement de raison personnelle pour buter les X-Men, puisqu'ils étaient embauchés par Éric le Rouge, vendu à sa cause pourrie, comme la Grèce a été vendue aujourd'hui aux Chinois. Et les autres fois, le Fléau affrontant les X-Men a toujours montré qu'il en avait cure comme un abbé. Triste épisode s'il en est quand même. Je sais bien qu'il fallait relancer de nouvelles intrigues après la retombée de Soufflé dans les derniers épisodes, mais quand même, c'est presque aussi mou que la 5ème saison de Game of Thrones. T'as envie de dire aux deux scénaristes de se retirer les doigts du cul, sinon c'est toi qui vas leur en mettre un. Enfin, dans le spécial Strange 25, on nous propose également l'introduction de l'Uncanny X-Men 123 de juillet 1979, toujours par les mêmes auteurs. L'aventure commence avec Spider-Man qui reconnaît Colin Wing et Scott Summer. Après une brève discussion, il repart. Scène une fois de plus qui ne sert à rien. Quelques instants plus tard, Scott et Colin sont capturés par un camion à ordures spécialement équipé pour les attraper. En entendant cela, Spider-Man reconnaît le bruit du camion et se rend compte que Arcade doit être après ses amis. Il arrive trop tard pour arrêter le kidnapping. L'araignée décide d'essayer d'entrer en contact avec les autres X-Men. Au même moment, Diablo Colossus, Amanda Sefton et Betsy Wilford sont tous gazés et faits prisonniers par Mademoiselle Locke. Puis c'est au tour de Serval qui sort d'un rendez-vous avec Mariko. Le Carcajou est aussi capturé. Arcade, lui, s'occupe personnellement du Hurleur et de Tornade en pénétrant dans la X-Mansion. Ah, enfin de l'action. Lorsque les X-Men reviennent à eux, ils se retrouvent en uniforme et ils sont placés dans des flippers de verre géant. Et je vis comme une boule de flipper.
Arcade se présente et les envoie à travers son gigantesque flipper. Après avoir rebondi sur un certain nombre de pare-chocs électrifiés, chaque balle descend dans une fente séparée, envoyant chaque X-Men dans une pièce différente. On assiste au déboire de chacun des membres de l'équipe dans ce cauchemarland. Et à l'exception d'Ororo, tu sens bien que les X-Men craignent pour leur bite, se demandant si la prochaine fois qu'ils la verront, ça ne sera pas dans un bac à légumes de leur frigo. Ce que tu peux être vulgaire, zombie. Mais c'est plutôt le cas de Colossus qui est intéressant, puisqu'il se retrouve dans une pièce où il est confronté à un androïde déguisé en agent du KGB, dont la tenue ne semblait pas indiquer qu'il était en partance pour la grande motte. Il commence à interroger Peter sur sa loyauté envers la Russie, tandis que de puissantes lumières hypnotiques le déroutent. Bref, on assiste enfin à un bon épisode des X-Men, et on suit le calvaire de toute l'équipe. Dans la salle des contrôles d'Arcade, Colin, Amanda et Betsy sont retenus dans des harnais qui savent habilement mêler alliance romanesque d'une camisole de force et l'utilisation plus prosaïque du kitsch. Elles ne peuvent regarder que de manière impuissante, depuis le moniteur de contrôle, les déboires de leurs amis. Cyclope et Serval arrivent à se retrouver et sont soudainement confrontés à Colossus complètement endoctriné. Arcade hurle de rire, s'exclamant qu'avec Colossus sous son contrôle, les X-Men sont finis. Ça y est, l'intrigue est enfin relancée et on ne s'ennuie pas durant cette fin d'épisode. Le cliffhanger est même super intéressant et laisse présager une suite assez explosive. Non. Ne nous le cachons pas, hein, ce Special Strange est en dessous des autres du fait d'un choix d'histoire molle pour l'araignée et la chose, et à cause de l'épisode 122 des X-Men qui s'étire autant qu'un long dimanche de fiançailles. Certains me diront peut-être Oui, zombie, tu es difficile, c'est quand le chat est repu qu'il trouve que le cul de la souris pue. c'est pas ça, mais j'ai le droit de dire que je suis déçu et pas franchement dans l'hilarité. Malgré tout, on ne va pas critiquer cette revue, car on n'est pas sur Twittos, et puis contrairement à d'autres fois, on n'a pas non plus l'impression que Lug nous a visité l'usine à Suchard avec ce bouquin. C'est en dessous de la qualité habituelle, et même si on a l'impression d'avoir vieilli de 10 minutes en regardant ce bouquin, c'est pas catastrophique. Fort heureusement, les prochains Special Strange vont redevenir passionnants, et on va bien évidemment en parler ensemble, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les geeks. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Prolongez le plaisir de la nostalgie sur la chaîne du French Geek, même s'il a un problème avec Chris Claremont. Écoute-moi bien, ma baboulinette. Ton mec, il est devenu chelou. L'autre jour, en pleine réunion, il s'est transformé en Geek Adriel. J'ai bien cru qu'il allait nous bouffer le mulet. Et aujourd'hui, il a presque dit du mal du Special Strange 25. Il a changé, hein. Comme s'il subissait une pression de la privation extérieure. C'est le foie. Non, c'est pas le foie. Tu as remarqué que de temps à autre, il a les yeux lumineux sur les vidéos? C'est de la conjonctivite. Non, baboulinette. Il est pas net, ton mec. Alors ouvre les yeux, louloute. C'est pas parce qu'il te ratisse le bunker que tu dois fermer les yeux sur ce qu'il est devenu. C'est-à-dire? Tu vois pas qu'il est en train de devenir comme une sorte de dark zombie? Va te faire branler, Trotskar.